L'architecture de la prison intérieure. Votre vie ne vous brise pas en premier. C'est votre esprit qui le fait. Pas l'événement en soi. Ni le retard, le rejet, l'échec, la perte, le silence ou l'incertitude. Ce qui brise la plupart des gens, c'est la signification précise que leur esprit attribue à ce qui s'est passé. Une personne fait face au rejet et décide « je suis fini ». Une autre fait face exactement au même rejet et dit « c'est un entraînement ». La douleur est réelle dans les deux cas, mais la prison ne se construit que dans un seul esprit. C'est pourquoi il est primordial de maîtriser votre esprit. Parce que si vos pensées ne sont pas contrôlées, n'importe quoi peut vous posséder. Une seule phrase peut gâcher votre journée. Une peur passagère peut voler votre sommeil. Un souvenir lourd peut vous tirer en arrière. Un petit échec peut devenir la preuve définitive que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais lorsque votre esprit est entraîné, la vie peut encore vous blesser, mais elle ne peut pas facilement vous commander. Le stoïcisme ne promet pas une vie complètement dépourvue de difficultés. Il vous apprend à devenir le genre de personne que la difficulté ne peut pas facilement détruire. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez appris à examiner ce que vous ressentez avant d'y obéir. Vous apprenez à faire une pause avant de croire à la peur, à remettre en question la première pensée, à protéger votre attention, à transformer la pression en pratique et à forger la douleur en discipline. La personne la plus forte n'est pas celle qui contrôle tout autour d'elle. C'est celle qui peut se tenir au milieu de l'incertitude, de la perte, de la pression et de l'inconfort, et tout de même garder le contrôle total de ce qui se passe en elle. Maîtrisez votre esprit, et le monde aura moins de prise pour vous briser. Commandements. Si cela vous parle, aimez la vidéo et écrivez un seul mot dans les commentaires. Commandement. Et le premier commandement s'exerce sur la prison qui se trouve à l'intérieur de votre propre esprit. La pensée non examinée. La plupart des gens pensent qu'ils sont piégés par les circonstances. Ils disent que la vie est injuste, que les gens sont difficiles, que le moment est mal choisi, que les opportunités manquent, que le passé est lourd et que l'avenir est incertain. Et parfois, tout cela est vrai. La vie peut être incroyablement dure. Les gens peuvent vous décevoir profondément. Les plans peuvent s'effondrer. Les portes peuvent se fermer sans préavis. Mais il existe une prison plus profonde que les circonstances. C'est l'esprit qui ne remet jamais en question ses propres pensées. Une personne peut être libre à l'extérieur et pourtant vivre comme un prisonnier de haute sécurité à l'intérieur. Astérisque une pensée apparaît, et elle y obéit point. Astérisque la peur parle, et elle la croit point. Astérisque la colère monte, et elle le devient point. Astérisque le doute murmure, et elle arrête complètement de bouger point. Astérisque un souvenir revient, et elle le laisse la traîner en arrière-point. Elle ne se demande pas si la pensée est vraie, utile, exagérée ou héritée. Elle l'accepte simplement et souffre ensuite comme si l'esprit avait prononcé une vérité finale et absolue. C'est ainsi que les gens perdent le contrôle en silence. Ils ne font pas seulement que traverser des événements. Ils traversent des interprétations qu'ils n'ont jamais examinées une seule fois. Quelqu'un les rejette, et l'esprit dit « je ne vaux rien ». Quelque chose échoue, et l'esprit dit « ma vie est finie ». Quelqu'un les critique, et l'esprit dit « ils ont raison, je suis faible ». Un retard survient, et l'esprit dit « rien ne marchera jamais pour moi ». L'événement ne dure peut-être qu'un instant, mais l'esprit non entraîné garde la blessure ouverte et saignante pendant des jours. Le pouvoir de la pause. Le stoïcisme commence par introduire une pause délibérée dans ce chaos intérieur. Il vous demande d'arrêter de traiter chaque pensée passagère comme un ordre royal. Il vous demande de regarder directement l'esprit et de dire « ce jugement est-il le mien, ou est-ce la peur qui parle? Est-ce la vérité, ou seulement de la panique avec une voix? Est-ce la réalité, ou une histoire que j'ai répétée si souvent qu'elle semble réelle ?» Cette pause est le lieu où commence la liberté. Vous ne pouvez pas maîtriser un esprit que vous n'examinez jamais. Vous ne pouvez pas être fort si chaque peur est autorisée à entrer et à s'asseoir sur le trône. Vous ne pouvez pas construire la paix tant que chaque émotion passagère devient une loi. Si l'esprit est laissé sans entraînement, il transformera inévitablement les petits problèmes en désastres, l'incertitude en terreur, la critique en identité et l'inconfort en preuve définitive que vous devriez abandonner. Mais lorsque vous commencez à examiner vos pensées, la prison s'affaiblit. Vous voyez que toutes les peurs ne méritent pas l'obéissance. Tous les souvenirs ne méritent pas votre avenir. Toutes les émotions ne méritent pas d'être au volant. Toutes les pensées sombres ne sont pas des prophéties. Parfois, l'esprit ne vous guide pas. Il ne fait que répéter de vieilles blessures. Le travail est donc simple, mais il n'est pas facile. 1. Remarquez la pensée avant de la devenir point. 2. Remarquez la peur avant d'y obéir point. 3. Remarquez l'histoire avant de construire votre vie autour d'elle point. C'est le premier acte de maîtrise de soi. Ce n'est pas contrôler le monde, ni contrôler les gens, ni contrôler chaque résultat, mais refuser d'être gouverné aveuglément par le bruit qui est en vous. La véritable prison n'est pas toujours ce qui se passe à l'extérieur. C'est l'esprit qui croit tout ce qu'il souffre. Échangez le contrôle contre l'influence.
Une fois que vous voyez que la prison est souvent construite à l'intérieur de l'esprit, vous arrêtez de gâcher votre vie à essayer de tout contrôler à l'extérieur. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous pouvez contrôler. Ce qui se passe autour de vous, ce que cela devient en vous. Qui vous rejette ou s'éloigne, comment vous vous entraînez au détachement. Les retards, les pertes et les malentendus, votre patience et votre clarté. Chaque porte fermée et chaque virage inattendu, votre prochaine action juste. La vie apportera des moments que vous n'avez pas choisis. Elle apportera une pression que vous n'avez pas demandée. Elle apportera des saisons où les efforts ne produisent pas le résultat que vous vouliez aussi rapidement que vous l'espériez. Mais vous pouvez contrôler ce que cela devient en vous. C'est là que le stoïcisme devient entièrement pratique. La question n'est pas « comment empêcher la difficulté de m'atteindre ?» C'est impossible. La question est « quand la difficulté m'atteint, que va en faire mon esprit ?» Va-t-il transformer le rejet en preuve que vous êtes sans valeur ou en un entraînement au détachement? Va-t-il transformer l'échec en identité ou en une information objective? Va-t-il transformer le retard en désespoir ou en patience? Va-t-il transformer l'incertitude en panique ou en discipline dans le moment présent? L'événement ne vous appartient pas toujours, mais la réponse, oui. Refusez la seconde blessure. Cela ne signifie pas que la douleur est fausse. Cela ne signifie pas que la perte ne fait pas mal. Cela ne signifie pas que le rejet doit être agréable ou que l'échec doit être facile. Le stoïcisme ne consiste pas à prétendre que la blessure n'est pas réelle. Il s'agit de refuser de laisser la blessure devenir votre maître. C'est la différence cruciale entre dire « cela m'a fait mal » et dire « cela m'a détruit ». L'un est honnête, l'autre est un jugement lourd que votre esprit n'a pas examiné. Une personne qui n'entraîne pas son esprit laisse la vie définir chaque événement pour elle. Si quelque chose est retardé, elle appelle cela une défaite. Si quelqu'un part, elle appelle cela un abandon de sa valeur. Si un plan échoue, elle se qualifie d'échec. Si l'avenir n'est pas clair, elle appelle cela un danger. Elle ne répond pas à la vie, si s'effondre sous le sens arbitraire que son esprit ajoute à la vie. Mais l'esprit entraîné pose une meilleure question, qu'est-ce que cela peut devenir? Non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il refuse de gaspiller la douleur. Astérisque un contretemps peut devenir une leçon point. Astérisque un rejet peut devenir un filtre point. Astérisque un retard peut devenir une préparation point. Astérisque une perte peut devenir un retour à ce qui compte vraiment point. Astérisque une saison difficile peut devenir l'endroit exact où la discipline est enfin construite point. Cette seule question change toute la direction de votre énergie. Au lieu de dépenser toutes vos forces à combattre la réalité, vous commencez à travailler avec ce qui est encore explicitement entre vos mains. Vous ne pouvez pas changer le fait que la porte s'est fermée, mais vous pouvez décider si vous restez devant elle pour toujours ou si vous vous tournez vers la prochaine action juste. Vous ne pouvez pas changer le fait que quelqu'un vous a mal compris, mais vous pouvez décider si son malentendu devient votre obsession. Vous ne pouvez pas changer le fait que le passé a eu lieu, mais vous pouvez décider si votre avenir reste enchaîné à lui. C'est le cœur de la force mentale. Non pas une vie sans difficulté, mais un esprit qui ne remet pas à la difficulté le pouvoir de tout définir. Ainsi, lorsque quelque chose se passe, faites une pause avant de le nommer. Ne vous précipitez pas pour l'appeler un désastre. Ne vous précipitez pas pour l'appeler une preuve. Ne vous précipitez pas pour l'appeler la fin. Laissez passer la première vague émotionnelle. Puis demandez, qu'est-ce qui est encore à moi ici? Votre effort peut encore être le vôtre. Votre patience peut encore être la vôtre. Votre honnêteté peut encore être la vôtre. Votre discipline peut encore être la vôtre. Votre prochaine action peut encore être la vôtre. Et si quelque chose vous appartient encore, alors vous êtes complètement loin d'être impuissant. Le monde peut vous donner des circonstances. Il peut vous donner du retard, de la pression, des critiques, du rejet, de la perte et de l'incertitude. Mais il ne peut pas vous forcer à transformer ces choses en abandon. Cette partie se passe entièrement dans l'esprit. Et lorsque l'esprit est entraîné, ce qui était censé vous briser peut devenir ce qui vous apprend à quel point vous devenez fort. La guerre de l'interprétation. Ce que quelque chose devient en vous dépend du sens que votre esprit lui donne. Le même événement exact peut affaiblir une personne et en fortifier une autre. Le même rejet peut faire dire à une personne « je ne suis pas désiré », tandis qu'une autre dira « cela me réoriente ». Le même échec peut pousser une personne à arrêter d'essayer, tandis qu'une autre étudiera ce qui n'a pas fonctionné et deviendra plus affûtée. La même critique peut faire s'effondrer une personne dans la honte, tandis qu'une autre séparera la vérité utile du bruit inutile. L'événement est similaire. L'interprétation est complètement différente. C'est pourquoi votre esprit est si profondément important. Vous ne vivez pas seulement dans la réalité. Vous vivez dans le sens que votre esprit construit autour de la réalité. Astérisque si votre esprit qualifie chaque obstacle de punition, la vie vous semblera hostile point. Astérisque si votre esprit qualifie chaque retard d'humiliation, la patience vous semblera impossible point. Astérisque si votre esprit qualifie chaque inconfort de danger, la croissance ressemblera toujours à une menace.
Mais si votre esprit apprend à interpréter la difficulté comme un entraînement, le poids émotionnel change instantanément. Cela ne signifie pas que vous vous mentez à vous-même. Vous n'appelez pas la trahison belle. Vous n'appelez pas la douleur facile. Vous ne prétendez pas que l'échec fait du bien. Vous refusez simplement d'ajouter un sens qui vous détruit activement. Vous dites « Cela s'est produit et cela a fait mal, mais cela n'a pas le droit de définir toute mon identité. Cela n'a pas le droit de décider de mon avenir. Cela n'a pas le droit de faire de moi une personne qui arrête de bouger. » C'est une interprétation disciplinée. La plupart des gens souffrent deux fois, d'abord à cause de ce qui s'est passé, puis à cause de l'histoire qu'ils y attachent. Quelqu'un part, et la douleur de l'absence est réelle. Mais ensuite, l'esprit ajoute « Je suis impossible à aimer ». C'est alors que la blessure devient exponentiellement plus lourde. Quelque chose échoue, et la déception est réelle. Mais ensuite, l'esprit ajoute « J'échoue toujours ». Le moment devient alors une identité définitive. Quelqu'un vous critique, et la piqûre est réelle. Mais ensuite, l'esprit ajoute « Tout le monde me voit comme quelqu'un de faible ». Une seule voix devient alors une foule entière. Vous devez apprendre à intercepter la seconde blessure. L'esprit stoïcien demande « Que s'est-il passé exactement et qu'est-ce que j'ai ajouté ?» Cette question est puissante car elle sépare la réalité de l'imagination. La réalité est peut-être déjà assez difficile. Ne la rendez pas plus lourde en ajoutant de la peur, de la honte, de fausses prophéties et de vieilles douleurs sans examen. Si vous êtes rejeté, le fait est le rejet. L'histoire ajoutée est peut-être « Je n'ai aucune valeur ». Si vous êtes retardé, le fait est le retard. L'histoire ajoutée est peut-être « Rien ne fonctionne ». Si vous êtes critiqué, le fait est la critique. L'histoire ajoutée est peut-être « Je ne suis pas assez bon ». Une fois que vous voyez la différence, vous pouvez répondre au fait sans être asservi par l'histoire. C'est là que la force grandit. Parce que vous ne pouvez pas toujours choisir l'événement, mais vous pouvez entraîner le sens. Entraîner la version la plus forte. Vous pouvez vous demander « Comment une version plus forte de moi-même interpréterait-elle cela ?» Pas la version blessée, pas la version effrayée, pas la version qui veut abandonner, la version la plus forte. L'appellerait-elle la fin ou un test? Appellerait-elle cela un rejet ou un filtre? Appellerait-elle ce retard un contretemps ou une préparation? Appellerait-elle cette critique une attaque ou une information? Le sens que vous choisissez décidera de la posture que vous adopterez. Astérisque si vous l'appelez défaite, votre corps s'effondre point. Astérisque si vous l'appelez entraînement, vous vous tenez différemment point. Astérisque si vous l'appelez preuve que la vie est contre vous, vous devenez amer point. Astérisque si vous l'appelez une exigence de force, vous devenez très attentif point. Astérisque si vous l'appelez la fin, vous vous arrêtez point. Astérisque si vous l'appelez la prochaine leçon, vous continuez point. Soyez donc prudent avec les noms que vous donnez à votre douleur. L'esprit écoute attentivement son propre langage. Si vous répétez « je suis brisé », il cherchera activement des preuves de cette brisure. Si vous répétez « je ne peux pas gérer cela », il répétera continuellement son impuissance. Si vous dites « c'est un entraînement », l'esprit commence à chercher ce qui peut être appris, ce qui peut être renforcé et ce qui peut être fait ensuite. Ce n'est pas de la pensée positive vide. C'est le contrôle de l'interprétation. Et une fois que vous maîtrisez l'interprétation, la vie ne devient pas soudainement facile, mais elle devient nettement moins capable de vous posséder. La même tempête peut arriver, mais vous ne lui donnez plus le nom qui détruit votre esprit avant même que la bataille ne commence. Gardez la porte de l'attention. Si votre interprétation façonne votre expérience, alors vous devez devenir férocement prudent quant à ce que vous laissez façonner votre interprétation. L'esprit reflète ce qu'il consomme de manière répétée. Astérisque si vous le nourrissez de comparaisons toute la journée, ne soyez pas surpris s'il se sent en retard point. Astérisque si vous le nourrissez d'indignation toute la journée, ne soyez pas surpris s'il devient agité point. Astérisque si vous le nourrissez de peur, de commérage, d'opinions superficielles, de bruit vide et de la panique des autres, ne soyez pas surpris si votre monde intérieur devient encombré de pensées qui ne vous appartiennent même pas. La plupart des gens protègent leur maison physique bien mieux qu'ils ne protègent leur esprit. Ils ne laisseraient pas un inconnu entrer dans leur chambre et jeter de la terre partout sur le sol. Pourtant, ils laissent absolument tout pénétrer leur attention. Chaque titre, chaque opinion, chaque dispute, chaque image, chaque commentaire, l'humeur fluctuante de chacun et chaque peur que quelqu'un d'autre essaie de vendre. Et après, ils se demandent pourquoi la paix semble totalement impossible. Votre esprit n'est pas séparé de ce que vous lui donnez constamment. Les conversations que vous répétez deviennent vos voix intérieures. Le contenu que vous consommez devient votre imagination. Les gens que vous écoutez font partie de votre jugement de base. Les images que vous étudiez deviennent votre norme. Les peurs que vous répétez deviennent vos attentes. Lentement, sans même vous en rendre compte, vous commencez à porter en vous un monde entier que vous n'avez pas consciemment choisi. C'est pourquoi protéger son esprit n'est pas une faiblesse. C'est une discipline essentielle. Astérisque, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les rumeurs point.
Astérisque, vous n'avez pas besoin de répondre à chaque argument. Point. Astérisque, vous n'avez pas besoin d'absorber chaque opinion qui s'affiche devant vous. Point. Astérisque, vous n'avez pas besoin de continuer à regarder des choses qui vous rendent anxieux, jaloux, en colère, distrait ou honteux, pour ensuite appeler cela normal. Point. Ce qui entre dans l'esprit de manière répétée devient une partie de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à savoir comment réagir après une perturbation. Il s'agit aussi de refuser d'inviter la perturbation lorsqu'elle est totalement inutile. Un esprit calme ne se construit pas en consommant du chaos toute la journée, en espérant que la paix apparaisse magiquement la nuit. Un esprit stable s'entraîne en choisissant intentionnellement ce qui mérite d'y avoir accès. L'hygiène mentale comme discipline. Regardez de près ce que vous donnez à manger à votre attention. Cela vous rend-il plus clair ou plus confus? Plus fort ou plus réactif? Plus discipliné ou plus distrait? Plus reconnaissant ou plus amer? Plus concentré ou plus dispersé? Ces questions importent car votre monde intérieur est façonné silencieusement par ce que vous y laissez entrer chaque jour. Cela ne signifie pas que vous vous cachez de la vie ou que vous évitez toute vérité difficile. Un esprit fort peut regarder la réalité en face. Mais il y a une différence énorme entre faire face à la réalité et boire du poison simplement parce qu'il est disponible. Il y a une différence entre être informé et être mentalement pollué. Il y a une différence entre apprendre du monde et laisser le monde traîner votre attention comme une chaîne. Protéger votre esprit peut sembler remarquablement simple en pratique. Astérisque, laisser le téléphone dans une autre pièce. Point. Astérisque, mettre fin à une conversation qui vous laisse toujours perturbé. Point. Astérisque, refuser de faire défiler les écrans quand votre âme se sent déjà faible. Point. Astérisque, choisir le silence plutôt qu'un bruit de fond constant. Point. Astérisque, lire quelque chose qui vous aiguise au lieu de consommer quelque chose qui vous disperse. Point. Astérisque, passer du temps avec des gens qui apportent de l'ordre, et non des gens qui font passer le chaos pour quelque chose de normal. Point. Ce ne sont pas des choix petits ou insignifiants. C'est une hygiène mentale fondamentale. Parce que si vous ne gardez pas ce qui entre dans votre esprit, vous passerez votre vie entière à mener des batailles qui ont commencé par des choses que vous avez négligemment laissé passer la porte. Une peur que vous avez nourrie, une comparaison que vous avez regardée, une voix que vous avez crue, une distraction que vous avez récompensée, une opinion toxique que vous avez rejouée. L'esprit devient fort lorsqu'il cesse d'être une porte ouverte. Tout ne mérite pas d'entrer. Toutes les voix ne méritent pas d'y résider. Toutes les peurs ne méritent pas d'être répétées. Chaque bruit ne mérite pas une place au sein de votre paix. Gardez la porte, car ce qui entre dans votre esprit aujourd'hui peut devenir la pensée même qui tentera de vous gouverner demain. L'attention est une permission. Une fois que vous commencez à garder ce qui entre dans votre esprit, vous devez également surveiller exactement où va votre attention après y être entrée. Parce que l'attention est en fin de compte une permission. Tout ce qui reçoit votre attention de manière constante devient plus fort. Astérisque, la peur grandit quand vous la regardez fixement. Point. Astérisque, le doute grandit quand vous le répétez. Point. Astérisque, la colère grandit quand vous rejouez l'insulte. Point. Astérisque, l'envie grandit quand vous mesurez votre vie à celle de quelqu'un d'autre. Point. Astérisque, la distraction grandit quand vous la récompensez à chaque fois qu'elle frappe à la porte. Point. La plupart des gens pensent que l'attention est entièrement passive. Ce n'est pas le cas. L'attention est l'une des formes d'énergie les plus puissantes que vous possédiez. Là où elle va, votre esprit commence à construire. Si vous accordez sans cesse de l'attention à ce qui vous effraie, la peur devient plus détaillée. Si vous accordez de l'attention à ce qui vous humilie, la honte devient plus lourde. Si vous accordez de l'attention à ce que vous ne pouvez pas contrôler, l'impuissance devient profondément familière. L'esprit se façonne selon les endroits qu'il visite de manière répétée. C'est pourquoi vous pouvez perdre des heures sans bouger d'un seul pouce de votre chaise. Vous restez assis là à penser, imaginer, rejouer, prédire, vous inquiéter et comparer. Rien à l'extérieur n'a changé, mais à l'intérieur, tout votre état a été complètement altéré. Une pensée est devenue une scène. La scène est devenue un sentiment. Le sentiment est devenu une humeur lourde. L'humeur est devenue la façon dont vous avez porté le reste de votre journée. C'est le véritable coût d'une attention non gardée. Le stoïcisme vous enseigne à ramener sans relâche votre attention sur ce qui vous appartient. Non pas parce que tout le reste est complètement sans importance, mais parce que votre vie se construit à travers ce que vous pratiquez de manière répétée. Si vous pratiquez l'inquiétude devient plus facile. Si vous pratiquez la comparaison, l'insatisfaction devient plus facile. Si vous pratiquez le ressentiment, l'amertume devient plus facile. Mais si vous pratiquez la concentration devient plus accessible. Si vous pratiquez le courage devient plus familier. Si vous pratiquez la discipline devient moins étrangère. Interrompre l'habitude. Tout au long de la journée, regardez en vous et demandez « Qu'est-ce que je suis en train de renforcer en ce moment ?» Astérisque, lorsque vous rejouez la critique pour la 10e fois, qu'êtes-vous en train de renforcer? Astérisque, lorsque vous vérifiez la chose qui vous fait vous sentir petit, qu'êtes-vous en train de renforcer?
Astérisque lorsque vous nourrissez une peur avec une heure de plus d'imagination débordante, qu'êtes-vous en train de renforcer? Astérisque lorsque vous continuez à accorder de l'espace mental à quelqu'un qui a déjà perturbé votre paix, qu'êtes-vous en train de renforcer? Cette seule question interrompt l'habitude automatisée. Parce que tout ce qui demande de l'attention ne la mérite pas forcément. Une peur peut apparaître, mais cela ne signifie pas qu'elle mérite votre soirée entière. Un souvenir peut revenir, mais cela ne signifie pas qu'il mérite de commander votre avenir. Une distraction peut vous inviter, mais cela ne signifie pas qu'elle mérite votre discipline durement gagnée. Une insulte peut piquer, mais cela ne signifie pas qu'elle mérite de devenir le centre absolu de votre identité. Ancrer son attention devient une maîtrise lorsqu'elle devient pleinement intentionnelle. Vous choisissez de regarder ce qui peut être fait, et pas seulement ce qui a mal tourné. Vous choisissez de revenir directement à la tâche, au lieu de continuer à tourner autour de la peur. Vous choisissez de nourrir l'habitude qui vous construit, et non l'impulsion qui vous disperse. Vous choisissez de donner vos heures les plus fortes à votre objectif, et non au bruit qui ne fait que vous affaiblir. Et oui, votre esprit va vagabonder. Il va chercher la peur, la comparaison, le souvenir, le fantasme et la distraction parce que c'est exactement ce qu'il a pratiqué pendant des années. Ne le détestez pas pour cela. Entraînez-le. Ramenez-le encore et encore. De la même manière exacte qu'un corps devient fort par le mouvement physique répété, un esprit devient fort par le retour répété. Revenez à ce qui est à vous. Revenez à l'action suivante. Revenez à la respiration. Revenez au travail. Revenez à la règle. Revenez à la pensée qui fortifie au lieu de celle qui vous vide. Parce que votre attention n'est pas petite, elle est votre permission. Et tout ce que vous continuez à permettre à l'intérieur de votre esprit finira par façonner la réalité de votre vie. Déboulonnez la première impression. Lorsque l'attention devient intentionnelle, la discipline suivante consiste à cesser de croire chaque pensée simplement parce qu'elle a tendance à s'afficher. Une pensée peut entrer dans votre esprit sans être un tant soit peu vrai. Une peur peut sembler incroyablement urgente sans être sage. Un souvenir peut sembler puissant sans mériter une once de contrôle. Une émotion peut monter avec une force immense et ne pas être le bon guide pour vos actions. L'esprit non entraîné traite la première impression comme un verdict final. L'esprit entraîné fait une pause et l'examine minutieusement. C'est l'une des compétences stoïciennes les plus vitales. Quelque chose se produit, et l'esprit réagit instantanément, cela va me détruire. Il pense du mal de moi. Je suis en retard. Je ne peux pas gérer cela. Rien ne va marcher. Ces pensées arrivent peut-être rapidement, mais la vitesse n'est jamais une preuve de vérité. Souvent, la première pensée n'est pas du tout de la sagesse. C'est simplement la peur qui parle avant que la raison n'ait le temps d'arriver. Ne laissez donc pas la première pensée devenir votre maître. Vous pouvez la remarquer sans y obéir. Vous pouvez dire « c'est la pensée qui est apparue », au lieu de dire « c'est la réalité ». Cette petite distance change tout. Lorsque vous identifiez une pensée simplement comme une pensée, vous lui enlevez son autorité automatisée. Vous arrêtez de fusionner avec elle. Vous arrêtez de la laisser porter la couronne simplement parce qu'elle était la voix la plus forte dans la pièce. L'esprit stoïcien ne demande pas « qu'est-ce que je ressens en premier ?» Il demande « qu'est-ce qui est réellement vrai ?» Il demande « quelle preuve ai-je ?» Il demande « cette pensée m'aide-t-elle à agir avec courage, discipline et clarté, ou est-elle seulement en train de m'entraîner dans la panique ?» Ce n'est pas intellectualisé à l'excès, c'est le commandement intérieur. Une pensée devient très dangereuse lorsqu'elle entre sans être contestée et commence à donner des ordres. Astérisque la peur dit « n'essaie pas ». Astérisque la honte dit « cache-toi ». Astérisque la colère dit « attaque ». Astérisque le doute dit « arrête avant d'échouer ». Astérisque le désir dit « prends la solution de facilité ». Si vous acceptez chaque voix intérieure sans examen, votre vie sera ballottée dans toutes les directions instables par le sentiment qui se trouve être le plus fort du moment. Et cela n'est pas la liberté. La liberté commence quand vous pouvez vous asseoir directement en face d'une pensée et la remettre en question objectivement. Astérisque, est-ce que cela vient de moi, ou en ai-je hérité d'une vieille douleur? Astérisque, est-ce que cela m'avertit, ou est-ce que cela m'affaiblit? Astérisque, s'agit-il d'un fait solide, ou d'une prédiction catastrophique? Astérisque, est-ce que cela protège mon caractère, ou protège-t-il simplement ma peur? Vous n'avez pas besoin de répondre parfaitement à chaque fois. Vous avez seulement besoin de créer assez d'espace pour que la sagesse puisse entrer. Cet espace est incroyablement puissant. Il vous empêche d'envoyer le message destructeur, écrit par la colère brute. Il vous empêche de abandonner parce qu'une pensée anxieuse a dit que vous alliez échouer. Il vous empêche de croire que le rejet signifie que vous n'avez aucune valeur. Il vous empêche de transformer une journée difficile en une vie sans espoir. Il vous empêche de devenir le serviteur de chaque tempête mentale passagère. Alors, quand la pensée apparaît, ralentissez. Nommez-la clairement, c'est de la peur. C'est de la honte. C'est de la comparaison. C'est la vieille blessure qui parle. C'est mon esprit qui prédit un désastre.
Demandez-vous ensuite si elles méritent vraiment votre obéissance. Beaucoup de pensées méritent l'observation, pas la loyauté. Vous n'avez pas à combattre chaque pensée. Vous n'avez pas à craindre chaque pensée. Vous n'avez pas à construire une vie autour de chaque pensée. Laissez certaines d'entre elles révéler ce qui a encore besoin de guérir. Laissez certaines d'entre elles vous rappeler là où votre discipline est encore faible. Mais ne donnez pas à chaque pensée le pouvoir de définir qui vous êtes ou ce que vous ferez ensuite. La maîtrise n'est pas d'avoir un esprit complètement silencieux, c'est d'avoir un esprit que l'on peut remettre en question. Parce que rien à l'extérieur de vous ne peut vous briser aussi facilement qu'une voix intérieure que vous n'apprenez jamais à examiner. Et une fois que vous cessez d'accepter chaque pensée comme une vérité, vous commencez à récupérer définitivement le trône en vous-même. Le piège de la souffrance anticipatoire. Une fois que vous apprenez à remettre en question vos pensées, vous commencez à remarquer quelque chose d'inconfortable. L'esprit devient exceptionnellement doué pour tout ce qu'il répète. Si vous répétez la peur chaque jour, la peur devient plus rapide. Si vous répétez l'échec chaque nuit, l'échec devient nettement plus facile à imaginer. Si vous répétez le rejet bien avant qu'il ne se produise, votre corps commence à souffrir physiquement comme si le rejet était déjà arrivé. Si vous continuez à pratiquer l'impuissance en privé, ne soyez pas surpris lorsque la pression vous trouvera entièrement non préparé. La peur devient plus forte lorsqu'elle est pratiquée de manière constante. La plupart des gens ne voient pas les choses ainsi. Ils pensent que la peur est seulement quelque chose qui leur arrive par hasard. Mais la peur est aussi quelque chose qu'ils entraînent activement. Ils s'assoient dans leur chambre et imaginent tout ce qui pourrait mal tourner dans les moindres détails. Ils rejouent les pires conversations potentielles. Ils prédisent une profonde humiliation. Ils répètent le fait d'être abandonnés, exposés, rejetés, défaits. Ensuite, lorsque la vie leur demande enfin d'agir, l'esprit se sent déjà complètement épuisé d'avoir mené des batailles qui n'ont jamais eu lieu. Ce n'est pas de la préparation, c'est de l'autotorture déguisée en réflexion. Un esprit craintif peut transformer n'importe quelle possibilité en punition. Il n'attend pas que la vie le blesse, il commence à se blesser lourdement à l'avance. Astérisque avant l'examen, il a déjà échoué 10 fois en imagination. Astérisque avant la conversation, il a déjà été complètement rejeté. Astérisque avant l'opportunité, il a déjà créé la honte écrasante de la perdre. Astérisque avant le premier pas, il a déjà construit l'histoire élaborée de son effondrement. Et parce que le corps ne sait pas toujours faire la différence entre un danger réel et immédiat et un danger répété de manière vivante, le système nerveux commence à vivre sous une pression constante. Le cœur se serre, la concentration se disperse et la volonté s'affaiblit, non pas parce que l'événement vous a détruit, mais parce que l'esprit a pratiqué la défaite bien avant que l'événement n'arrive. C'est pourquoi vous devez cesser de laisser la peur utiliser votre imagination sans permission explicite. Le stoïcien n'est pas une personne qui ne ressent jamais de peur. Ce n'est pas le but. La peur peut apparaître. L'avenir peut être très incertain. La perte peut être possible. La douleur peut venir. Mais l'esprit entraîné ne s'agenouille pas devant la peur simplement parce que la peur parle fort. Il demande : qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment ? Qu'est-ce qui est encore sous mon contrôle ? Quelle action appartient à ce moment précis ? Cette question vous ramène instantanément du désastre imaginé au commandement présent. La peur veut vous attirer vers un avenir que vous ne pouvez pas contrôler. La discipline vous ramène à l'étape pratique juste devant vous. Astérisque la peur dit : et si tout se passait mal ? La discipline dit : quelle est la prochaine action juste ? Astérisque la peur dit : et s'il me rejetait ? La discipline dit : puis-je encore agir avec une dignité absolue ? Astérisque la peur dit : et si j'échouais ? La discipline dit : alors j'apprendrai, j'ajusterai et je continuerai. Ce n'est pas de la positivité, c'est de l'entraînement. Parce que le courage devient aussi plus fort lorsqu'il est pratiqué. La clarté devient plus forte lorsqu'elle est pratiquée. La patience devient plus forte lorsqu'elle est pratiquée. L'esprit ne devient pas seulement doué pour la peur. Il devient doué pour tout ce vers quoi vous revenez à plusieurs reprises. Chaque fois que vous ressentez de la peur et que vous entreprenez tout de même une action nette, vous entraînez le courage. Chaque fois que vous ressentez du doute et que vous tenez tout de même votre promesse, vous entraînez la discipline. Chaque fois que vous ressentez de la pression et que vous faites tout de même une pause avant de réagir, vous entraînez le contrôle de soi. Les petites répétitions comptent. Vous ne devenez pas mentalement fort uniquement dans les moments dramatiques et cinématiques. Vous devenez fort dans les moments calmes et cachés où la peur demande l'obéissance et où vous refusez calmement de lui donner le contrôle total. Vous envoyez la candidature tout en ayant peur. Vous avez la conversation tout en étant nerveux. Vous commencez le travail tout en étant entièrement incertain. Vous continuez à avancer pendant que l'esprit essaie encore de prédire l'échec. Et chaque fois, vous vous enseignez une leçon vitale. La peur peut être présente sans pour autant être aux commandes. Cette leçon change fondamentalement une personne. L'ancien esprit dit : je dois me sentir sans peur avant de pouvoir agir. L'esprit entraîné dit : je peux agir complètement pendant que la peur est encore présente. L'ancien esprit attend une certitude absolue.
L'esprit entraîné avance avec un principe inébranlable. L'ancien esprit croit que l'inconfort signifie s'arrêter. L'esprit entraîné comprend que l'inconfort signifie souvent que le véritable entraînement vient de commencer. Alors, observez ce que vous choisissez de renforcer ensuite. Voici la traduction en français du script, préservant l'intégralité du texte, sa structure et son intensité dramatique. Acte I. L'illusion de l'inspiration face à la pratique de la force. Cessez de répéter la vie, même que vous essayez désespérément de fuir. Ne livrez pas votre imagination à l'échec, à l'humiliation, au rejet et à la catastrophe, pour vous demander ensuite pourquoi votre courage intérieur semble complètement vidé. Votre esprit écoute constamment. Votre corps stocke les données. Vos réactions futures sont activement moulées par les répétitions que vous choisissez aujourd'hui. Lorsque la peur fait inévitablement surface, refusez de la nourrir avec d'incessants films mentaux. Nommez-la. Réduisez son pouvoir au périmètre exact du moment présent. Demandez-vous ce qui est objectivement réel, ce qui est purement imaginé, et quelle action spécifique reste encore sous votre contrôle. Ensuite, exécutez un seul acte qui prouve que la peur n'est pas votre maître, car la peur grandit lorsque vous vous prosternez continuellement devant elle. À l'inverse, le courage se multiplie lorsque vous agissez de manière cohérente sous le regard de la peur. Si la peur devient plus redoutable lorsqu'elle est pratiquée, alors la force mentale doit elle aussi être intentionnellement pratiquée. Elle ne peut pas être comprise une seule fois. Elle ne peut pas être simplement admirée dans une citation au passage. Elle doit être pratiquée. La force mentale se forge par une répétition implacable, jamais par une inspiration éphémère. D'innombrables individus entendent une idée profonde et se sentent puissants pendant un seul instant. Ils écoutent une piste audio, lisent une seule phrase ou regardent une vidéo et ont l'impression d'avoir définitivement évolué. Mais dès qu'une pression est appliquée, la réaction archaïque ressurgit. La peur revient. La colère revient. La paresse revient. Exactement la même impulsion primitive prend à nouveau le volant, les laissant se demander pourquoi l'inspiration initiale s'est évaporée. Elle a disparu parce que l'inspiration n'est pas un entraînement. Un esprit ne devient pas profondément discipliné simplement parce qu'il a rencontré la vérité une fois. Il devient discipliné parce qu'il revient à cette vérité encore et encore. Surtout lorsque le corps physique réclame du confort, que l'ego exige une réaction et que la peur se bat pour un contrôle absolu. On ne parvient pas au calme en aimant simplement le concept de calme. On parvient au calme en pratiquant une retenue radicale lorsque tout en soi veut exploser. On ne parvient pas à la concentration en admirant les gens concentrés. On y parvient en ramenant violemment son attention à chaque fois qu'elle s'égare. On ne devient pas courageux en attendant que la bravoure apparaisse spontanément. On devient courageux en avançant alors que la peur est encore activement présente. C'est exactement là que la grande majorité des gens perdent la trace du chemin. Ils désirent l'euphorie émotionnelle de la transformation sans s'engager dans la répétition ennuyeuse qui crée réellement la transformation. Ils exigent un esprit fort, mais continuent de nourrir des habitudes faibles. Ils réclament la paix, mais répètent continuellement le chaos dans leur esprit. Ils veulent de la discipline, mais obéissent à la moindre impulsion passagère. Ils désirent la confiance, mais rompent régulièrement les promesses qu'ils se font à eux-mêmes. La voie stoïcienne est totalement dépourvue de drame. Elle se définit par la répétition. Vous vous réveillez et choisissez délibérément le bien le plus difficile. Vous faites une pause avant de réagir à la provocation. Vous revenez à la tâche ingrate. Vous refusez agressivement la distraction. Vous remettez agressivement en question la pensée toxique. Vous agissez strictement selon les principes lorsque vos émotions tentent de négocier un compromis. Et lorsque vous échouez, vous corrigez votre posture et revenez à la norme encore et encore. C'est la méthodologie précise de l'entraînement mental. Acte 2. Le registre cumulatif des habitudes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des micro-répétitions. Chaque fois que vous résistez à la tentation d'abandonner, vous entraînez votre endurance. Chaque fois que vous retardez une réaction impulsive, vous entraînez la maîtrise de soi. Chaque fois que vous choisissez la tâche à accomplir plutôt qu'une distraction facile, vous entraînez une concentration profonde. Chaque fois que vous faites ce qui est intrinsèquement juste alors que c'est profondément inconfortable, vous entraînez un caractère incassable. Un seul moment isolé ne changera peut-être pas votre vie entière, mais des moments répétés finissent par devenir votre vie. L'inverse terrifiant est tout aussi vrai. Chaque fois que vous obéissez à la peur devient nettement plus facile à obéir la fois suivante. Chaque fois que vous récompensez une distraction, cette distraction devient plus forte. Chaque fois que vous réagissez sans une pause délibérée, la réaction automatique devient votre réglage par défaut. Chaque fois que vous abandonnez votre discipline simplement parce que vous ne vous sentez pas motivé, vous apprenez à votre cerveau que vos humeurs changeantes sont les seules maîtresses de votre destin. Par conséquent, la question ultime n'est pas simplement « en quoi est-ce que je crois ?» La vraie question est « qu'est-ce que je pratique ?» Votre vie n'est jamais façonnée par ce que vous approuvez dans les moments de paix absolue. Elle est entièrement façonnée par ce que vous répétez sous une pression intense. Vous pouvez croire intellectuellement à la discipline,
Mais si vous passez votre temps à chercher des excuses, ces excuses seront les seuls outils disponibles lorsque la vie deviendra brutale. Vous pouvez croire au calme, mais si vous pratiquez la réaction volatile, c'est exactement la réaction qui apparaîtra lorsque quelqu'un vous provoquera délibérément. Vous pouvez croire au courage, mais si vous pratiquez régulièrement l'évitement vous semblera complètement naturel lorsque la peur frappera enfin à votre porte. L'esprit ne peut proposer que le script exact qu'il a répété. Par conséquent, vous devez l'entraîner bien avant que la tempête n'arrive. Pratiquez la pause intentionnelle avant de répondre à une insulte. Pratiquez une concentration absolue avant l'échéance cruciale. Pratiquez l'inconfort volontaire avant que la vie ne vous impose inévitablement un inconfort involontaire. Pratiquez la patience avant qu'un retard douloureux ne mette votre santé mentale à l'épreuve. Pratiquez le courage dans les décisions quotidiennes microscopiques avant qu'une crise monumentale ne l'exige de vous. C'est ainsi que la véritable force devient accessible. Ce n'est pas parce que vous vous transformez soudainement en un être humain complètement différent du jour au lendemain, mais parce que vous avez répété la bonne réponse tant de fois qu'elle s'est tissée dans votre identité cellulaire. L'esprit entraîné n'exige jamais de conditions extérieures parfaites. Il possède une norme interne. Il sait exactement comment revenir au centre. Il sait comment continuer à avancer. Il sait comment rester immobile à l'intérieur d'un inconfort intense sans capituler immédiatement. Alors, arrêtez d'attendre que l'inspiration vous sauve la vie. L'inspiration possède le pouvoir de vous réveiller, mais seule la répétition peut vous reconstruire complètement. Une citation peut déverrouiller la porte, mais la discipline est le véhicule qui la franchit. Une idée peut vous donner une carte, mais la pratique vous donne la force dans les jambes pour arpenter le terrain. La maîtrise n'est jamais un moment singulier, c'est un schéma permanent. Si vous voulez vraiment un esprit qui ne peut pas être facilement brisé, vous devez cesser de le nourrir uniquement de mots et commencer à lui fournir des preuves concrètes. Acte 3. L'honnêteté de l'épreuve. Lorsque vous commencez à entraîner votre esprit par une répétition constante, les moments difficiles cessent de ressembler à des actes de cruauté aléatoires. Ils se transforment en miroir. Ils vous renvoient le reflet exact de ce que vous avez réellement pratiqué en secret. La pression ne crée jamais votre caractère à partir de rien. Elle révèle simplement les réponses sous-jacentes qui ont été répétées à l'intérieur de votre psyché. Si l'impatience a été pratiquée, l'impatience se manifestera immédiatement. Si la panique a été pratiquée, la panique prendra instantanément le dessus. Si le ressentiment a été pratiqué, le ressentiment fuira. Mais si la discipline a été pratiquée, la discipline devient immédiatement disponible. Si le courage a été pratiqué, le courage se dresse fièrement. Si la pause a été pratiquée, la pause arrive à temps avant que les dégâts ne soient causés. C'est précisément pourquoi l'épreuve est si impitoyablement honnête. Vous pouvez facilement vous convaincre que vous êtes calme jusqu'à ce que quelqu'un vous manque de respect en face. Vous pouvez vous dire que vous êtes discipliné jusqu'à ce que le chant des sirènes du confort commence à vous appeler. Vous pouvez vous croire patient jusqu'à ce que vos résultats soient fortement retardés. Vous pouvez prétendre que vous êtes confiant jusqu'à ce que la critique frappe les coordonnées exactes ou vit encore votre insécurité la plus profonde. Dans ces moments précis, la réalité révèle la vérité brute. Non pas pour vous faire honte, mais pour vous montrer explicitement ce qui nécessite encore un entraînement. La plupart des gens détestent absolument ce processus parce qu'ils veulent que la difficulté valide la version idéalisée d'eux-mêmes qu'ils ont imaginée. Mais la difficulté ne se soucie pas de votre image de soi. Elle révèle le schéma objectif. Elle expose si votre sagesse est simplement une chose que vous admirez sur le papier, ou une chose que vous avez pratiquée assez profondément pour la déployer lorsque votre corps est tendu, que votre cœur est brisé et que votre esprit hurle pour une échappatoire facile. C'est pourquoi un moment brutal est incroyablement utile. Il expose la mesure exacte du fossé entre ce que vous croyez et ce que vous avez réellement entraîné. Vous pouvez croire à la maîtrise de soi, mais si la moindre provocation s'empare de votre langue, alors la maîtrise de soi n'est encore qu'une idée abstraite, pas une habitude fonctionnelle. Vous pouvez croire à la discipline, mais si chaque changement d'humeur altère votre engagement, alors la discipline n'est encore qu'une décoration, pas une structure fondamentale. Vous pouvez croire au courage, mais si la peur dicte votre prochain mouvement, alors le courage a encore besoin de répétition. Ce n'est pas un échec. Ce sont des données. Ce sont des informations. Le stoïcien ne considère jamais la pression purement comme une punition. Au lieu de cela, il demande « Qu'est-ce que cette situation me révèle ?» Si la colère a explosé trop rapidement, je dois entraîner la pause. Si la peur m'a paralysé, je dois entraîner l'action sous une incertitude radicale. Si la distraction a encore gagné la journée, je dois entraîner l'attention. Si le confort m'a vaincu, je dois concevoir de petits inconforts exprès. Si la critique a brisé ma paix, je dois entraîner la partie exacte de moi qui dépend encore de l'approbation extérieure. C'est ainsi que l'épreuve se transforme en un maître enseignant. Ce n'est pas parce que la douleur est intrinsèquement agréable, ou parce que la difficulté est une chose que l'on doit adorer de manière masochiste, mais parce que les moments difficiles rendent vos faiblesses cachées visibles. Haine de tout ce qui devient visible peut enfin être ciblé et entraîné. Vous ne pouvez pas renforcer un muscle que vous refusez de regarder.
Vous ne pouvez pas corriger un schéma toxique que vous niez continuellement. Vous ne pouvez pas maîtriser un esprit que vous n'observez que lorsque la vie est facile et douce. Alors, quand une pression intense expose une faiblesse en vous, ne perdez pas ce moment précieux en haine de soi. Ne dites pas « cela prouve que je suis fondamentalement brisé ». Dites plutôt « cela me montre explicitement et exactement où se trouve le travail ». Cette seule phrase change toute la trajectoire de votre vie. Elle convertit instantanément la honte en une direction claire. Elle convertit l'inconfort en pratique. Elle convertit l'échec en une carte hautement détaillée. L'esprit véritablement fort n'est pas l'esprit qui n'est jamais exposé à la vulnérabilité. C'est l'esprit qui utilise l'exposition comme matière première pour l'entraînement. Il observe la réaction négative, en tire des leçons, revient à la norme de base et pratique à nouveau. Lentement, la pression exacte qui révélait autrefois votre faiblesse commence à révéler votre force inébranlable. Acte 4. Le choix souverain de l'inconfort. Une fois que l'épreuve commence à révéler ce que vous avez activement pratiqué, vous arrêtez de vous attendre à ce que la croissance personnelle soit confortable. C'est le carrefour exact où beaucoup de gens comprennent fondamentalement mal la force. Ils supposent à tort que devenir plus fort signifie qu'ils se sentiront complètement en paix tout le temps. Ils pensent que la discipline finira par sembler naturelle, que le courage sera facile, que la concentration sera sans effort, que la guérison sera douce et que la croissance sera toujours profondément inspirante. Mais la croissance réelle et évolutive est souvent incroyablement inconfortable parce qu'elle exige que l'ancienne version de vous perde son autorité absolue. L'ancien esprit a soif de confort. Il exige de la certitude. Il supplie pour un soulagement rapide. Il veut la réaction émotionnelle facile, l'excuse familière, la mauvaise habitude répétée, le chemin qui ne tire sur aucune fibre en vous. Par conséquent, lorsque la croissance commence, l'ancien esprit se bat violemment. Il murmure « c'est trop dur. Ça ne marche pas. Je ne suis pas prêt. Je devrais arrêter. » Mais l'inconfort n'est pas toujours un signal d'alarme de danger. Parfois, c'est la preuve définitive que votre entraînement a réellement commencé. Vous devez apprendre la différence essentielle entre le mal et l'inconfort. Le mal détruit votre caractère. L'inconfort le construit lorsqu'il est choisi judicieusement. Le mal vous éloigne de vos valeurs fondamentales. L'inconfort vous demande fréquemment de vivre plus près d'elle. Le mal affaiblit l'âme. L'inconfort la fortifie lorsqu'il est lié à la discipline, à la vérité, à la responsabilité et au but. Le stoïcien ne court jamais après la douleur sans raison. Il n'adore pas la souffrance, mais il refuse également de traiter chaque sentiment difficile comme un signal automatique de retraite. Il comprend profondément que la patience est incroyablement inconfortable avant de devenir une seconde nature. La retenue est hautement inconfortable avant de se transformer en puissance absolue. La concentration est inconfortable avant de s'épanouir en véritable liberté. Le courage est inconfortable parce que la peur est encore activement présente. Mais la peur ne détient plus le droit de vote. Alors, arrêtez d'attendre que la croissance ressemble à une couverture chaude. La lourde conversation que vous devez engager peut sembler inconfortable. Poser une limite peut sembler inconfortable. Une heure de travail épuisante peut sembler inconfortable. Le choix de cesser complètement de réagir peut sembler inconfortable. La décision de quitter définitivement ce qui vous affaiblit peut sembler inconfortable. Mais l'inconfort seul ne signifie jamais que le choix est incorrect. Parfois, le bon choix est inconfortable simplement parce que le mauvais schéma est familier depuis bien trop longtemps. C'est pourquoi tant de gens courent se réfugier dans la faiblesse. Ce n'est pas parce que la faiblesse est intrinsèquement meilleure, mais parce que la faiblesse est familière. La distraction est familière. L'excuse est familière. La colère est familière. La peur est familière. Le doute de soi est familier. Une douleur familière peut sembler artificiellement plus sûre qu'une discipline inconnue. Si vous continuez à choisir ce qui est familier, vous deviendrez continuellement ce que vous êtes déjà. La croissance exige une marque de loyauté entièrement différente. Non pas une loyauté envers votre confort actuel, mais une loyauté envers la personne que vous essayez activement de devenir. La personne qui refuse de démissionner simplement parce que son humeur baisse. La personne qui refuse de rompre une promesse parce que ses désirs deviennent bruyants. La personne qui refuse d'abandonner le chemin parce que les progrès semblent douloureusement lents. La personne qui comprend qu'un esprit fort se construit en restant stable à l'intérieur de l'inconfort, et non en évitant chaque sensation qui perturbe le corps physique. Alors, quand l'inconfort apparaît, ne fuyez pas immédiatement. Demandez-vous, est-ce que cette douleur m'avertit de m'arrêter, ou est-ce qu'elle m'entraîne à rester debout? Parfois, vous devriez absolument vous arrêter. La sagesse, c'est quand quelque chose est vraiment nocif. Mais bien souvent, la réponse sera limpide. Vous n'êtes pas en train d'être détruit. On vous demande simplement de pratiquer la force exacte que vous prétendiez vouloir. C'est là que l'esprit devient véritablement incassable. Ce n'est pas parce que la vie devient soudainement douce, mais parce que vous n'avez plus besoin que chaque moment soit doux pour agir avec discipline. Vous pouvez être complètement épuisé et toujours faire la prochaine bonne chose.
Vous pouvez être profondément incertain et toujours avancer avec principe. Vous pouvez être terrifié et toujours choisir le courage. Vous pouvez être intensément inconfortable et toujours rester sous commandement total. L'individu qui peut rester farouchement loyal à ses valeurs, alors que l'inconfort est présent, devient monumentalement plus fort que la personne qui ne se comporte bien que lorsque la vie est facile. Acte V. Embrasser l'obstacle et définir le pourquoi. Lorsque vous cessez de vous attendre à ce que la croissance soit confortable, les obstacles cessent de ressembler à de fâcheuses interruptions. Ils deviennent une partie intégrante de l'entraînement. La douleur, le retard, le rejet, l'échec, la pression et l'incertitude n'ont pas à être interprétés comme la preuve que l'univers est contre vous. Ils peuvent devenir de la matière. Non pas de la matière pour un ressentiment amer, mais de la matière pour une force brute. L'obstacle vous montre exactement là où votre patience est mince, là où votre discipline fait défaut, là où votre ego mendie encore de l'approbation, là où votre peur prend encore des décisions, et là où votre attention se fait encore voler. Ce sont des données incroyablement utiles si vous êtes prêt à les utiliser. La plupart des gens gaspillent complètement les obstacles en ne faisant rien d'autre que de s'en plaindre. Ils demandent « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Et bien que cette question soit entièrement humaine, y rester trop longtemps vous rend complètement passif. Une question bien plus forte à poser est « Qu'est-ce que cette situation entraîne en moi » Ce retard entraîne-t-il ma patience? Ce rejet entraîne-t-il mon détachement? Cet échec entraîne-t-il mon humilité? Cette pression entraîne-t-elle ma concentration? Cette perte me force-t-elle à voir sur quelle fondation fragile j'avais construit ma paix? Cette question ne fait pas disparaître magiquement la douleur. Elle rend la douleur moins vide. Le stoïcien ne peut pas contrôler si des obstacles apparaissent, mais il contrôle entièrement s'ils deviennent des excuses ou des exercices. Si quelque chose bloque le chemin, il analyse le blocage. Si quelque chose s'effondre, il demande ce qui peut encore être construit à partir des débris. Si quelque chose l'humilie, il demande quelle facette de sa fierté doit mourir. Si quelque chose le déçoit, il demande quelle attente était trop fragile au départ. Le monde peut vous claquer une porte au nez, mais l'esprit décide si cette porte fermée marque la fin de tout mouvement ou le début d'une brillante adaptation. C'est ainsi que rien ne vous brise facilement. Ce n'est pas parce que rien ne fait mal, ce n'est pas parce que vous gagnez toujours, et ce n'est pas parce que la vie devient soudainement juste, mais parce que même la difficulté est forcée de servir votre croissance personnelle. Vous arrêtez de traiter chaque obstacle comme un ennemi et commencez à le traiter comme une résistance. Et la résistance est le catalyseur exact qui rend la force visible. Un corps physique ne devient pas plus fort en évitant les poids lourds. Un esprit ne devient pas plus fort en évitant la pression. Le bon type de pression, affronté avec le bon type de discipline, devient un entraînement. Le problème n'est jamais que la vie introduise de la résistance. Le problème survient lorsque votre esprit attribue une mauvaise signification à cette résistance et la qualifie de défaite. Alors, quand la vie place quelque chose d'incroyablement lourd devant vous, ne vous effondrez pas immédiatement dans un récit de victime ou de punition. Faites une pause. Regardez. Demandez-vous ce que ce moment précis exige de vous. Exige-t-il plus de patience, plus de courage, plus de préparation, more d'honnêteté, plus d'humilité, plus de cohérence, plus de silence ou plus d'action? Ensuite, donnez au moment précisément ce qu'il exige. C'est ainsi que les obstacles deviennent utiles. Vous transformez le retard en temps de préparation. Vous transformez la critique en correction là où la correction est réellement nécessaire. Vous transformez l'échec en pure information. Vous transformez la perte en une clarté absolue sur ce qui ne peut pas être votre fondation. Vous transformez la pression en preuve que vous pouvez rester sous commandement lorsque le confort a complètement disparu. Lentement, vous devenez incroyablement difficile à décourager. La vie peut encore vous bloquer, mais elle ne peut pas facilement vous convaincre qu'un blocage signifie la fin de la route. Elle peut vous ralentir, mais elle ne peut pas facilement vous faire abandonner votre direction. Elle peut vous décevoir, mais elle ne peut pas facilement vous faire oublier votre norme. L'obstacle n'est pas toujours là pour vous arrêter. Parfois, il est là pour vous montrer la prochaine partie de vous-même qui doit être entraînée. Acte 6. Le cercle d'influence et les preuves de confiance. Une fois que les obstacles deviennent votre terrain d'entraînement, votre énergie doit devenir intensément précise. Une grande partie de la souffrance humaine découle directement du fait d'essayer de contrôler des choses qui n'ont jamais été placées entre vos mains au départ. Vous essayez de contrôler le résultat, le timing, la réaction extérieure, l'approbation des autres, la façon dont les gens vous comprennent, la façon dont la vie se déroule, la porte qui aurait dû s'ouvrir, la personne qui aurait dû rester, ou le résultat qui aurait dû arriver maintenant. Pendant que votre esprit combat activement toutes ces variables externes, les choses qui vous appartiennent réellement sont laissées complètement de côté. Votre effort, votre préparation, votre discipline, votre réponse, votre honnêteté, votre prochaine action, votre capacité à vous relever et votre capacité à garder votre caractère intègre même lorsque le résultat est complètement incertain. C'est là que se trouvent les coordonnées exactes de votre pouvoir. L'esprit non entraîné gaspille sa force à essayer de déplacer ce qui ne peut pas bouger,
puis prétend qu'il n'a plus de force pour ce qu'il peut réellement changer. Il passe des heures à imaginer comment les gens pourraient le juger, mais évite le travail qui le rendrait plus affûté. Il s'inquiète interminablement de savoir si l'avenir sera clément, mais néglige complètement les habitudes qui le rendraient prêt. Il s'obsède pour savoir si le résultat sera parfait, mais refuse d'accorder toute son attention à l'unique pas qui se trouve juste devant lui. C'est exactement de cette façon que les gens deviennent faibles au milieu de leur propre vie. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de pouvoir, mais parce que leur pouvoir est complètement dispersé. Le stoïcisme ramène l'esprit vers le cercle d'influence. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui n'est pas à moi? Que puis-je faire dès maintenant? Que dois relaxar? Quelle réponse protège mon caractère? Quelle action est encore disponible? Ces questions ne sont pas petites. Elles vous sauvent de l'effondrement mental parce qu'elles ramènent votre énergie au seul endroit où elle peut réellement produire du travail. Vous ne pouvez pas garantir le succès, mais vous pouvez vous préparer avec un sérieux absolu. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous respecter, mais vous pouvez vous comporter d'une manière qui vous respecte vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler si chaque effort est instantanément récompensé, mais vous pouvez vous refuser à devenir paresseux parce que la récompense est retardée. Vous ne pouvez pas contrôler l'ensemble du chemin, mais vous pouvez faire le pas suivant avec une discipline sans faille. C'est là que commence la vraie confiance. La vraie confiance ne vient pas du fait de se dire que tout ira parfaitement dans votre sens. Ce n'est pas de la confiance, c'est un vœu pieux. La vraie confiance est beaucoup plus silencieuse et infiniment plus forte. Elle dit, même si cela ne va pas dans mon sens, je peux répondre avec dignité. Je peux m'ajuster. Je peux apprendre. Je peux continuer. Je peux survivre à l'incertitude sans devenir un serviteur de la peur. Ce genre de confiance se construit strictement par des preuves. Chaque fois que vous continuez à avancer alors que vous êtes complètement incertain, vous créez une preuve. Chaque fois que vous terminez le travail sans avoir besoin d'une motivation parfaite, vous créez une preuve. Chaque fois que vous affrontez l'inconfort sans fuir, vous créez une preuve. Chaque fois que vous tombez et revenez à la norme, vous créez une preuve. Lentement, l'esprit cesse de se demander « Est-ce que je peux gérer ça ?» Parce que votre vie a déjà répondu « J'ai géré des choses difficiles auparavant et je peux gérer la suivante ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance en soi gagnée par l'action. Acte 7, le commandement souverain. L'action exige une direction claire. La discipline sans but finit par devenir lourde et mécanique. Une personne peut se forcer pendant un certain temps, pousser pendant un certain temps et endurer pendant un certain temps. Mais si elle n'a pas de raison au-delà d'une émotion temporaire, le puits de l'effort finit par s'assécher. L'esprit a besoin d'un « pourquoi » qui soit assez fort pour survivre à un inconfort intense. Il a besoin d'une direction qui donne un sens profond au sacrifice. Le but donne son contexte à la douleur. Quand vous savez exactement ce que vous êtes en train de construire, l'inconfort devient moins déroutant. Le réveil matinal n'est plus seulement de la fatigue, c'est un entraînement. Le rejet n'est plus seulement de la douleur, c'est un raffinement. Le retard n'est plus seulement de l'attente, c'est de la préparation. La discipline n'est pas une punition, c'est le prix à payer pour devenir quelqu'un que vous respectez vraiment. Sans but, l'épreuve semble entièrement aléatoire. Avec un but, l'épreuve devient une partie de la route. Alors, demandez-vous honnêtement, pourquoi cela vaut-il vraiment la peine d'entraîner votre esprit? Quel genre de personne essayez-vous activement de devenir? Quelles normes n'êtes-vous plus prêt à trahir sous aucun prétexte? Quel avenir exige que vous cessiez d'être gouverné par la peur, l'impulsion, la distraction et l'humeur? Si votre réponse est faible, votre discipline sera faible. Si votre réponse est limpide, votre esprit a un point de repère auquel revenir lorsque le confort commence à vouloir négocier. La motivation s'estompera. Les humeurs changeront. La peur parlera. Le doute s'invitera. La vie vous retardera. Les gens vous comprendront mal. Le monde ne s'organisera jamais gentiment autour de votre tranquillité d'esprit. Par conséquent, votre esprit doit posséder quelque chose de plus fort que le sentiment du moment. Il doit avoir un but. Et le but n'a pas besoin d'être bruyant ou théâtral. Il peut être incroyablement simple. Devenir quelqu'un en qui votre propre âme peut avoir confiance. Construire une vie qui ne s'effondre pas sous la pression. Protéger votre famille. Maîtriser votre métier. Vivre avec une dignité absolue. Cesser de gaspiller vos années dans la peur. Devenir assez discipliné pour que votre vie ne dépende plus de la motivation. C'est plus qu'assez pour commencer. Quand votre but est clair, votre attention devient plus facile à garder. Vos actions deviennent plus faciles à choisir. Vos sacrifices deviennent plus faciles à comprendre. Vous arrêtez de demander « Est-ce que j'ai envie de faire ça ?» et vous commencez à demander « Est-ce que cela sert la personne que je suis en train de devenir ?» Cette question tranche l'humeur comme un couteau. Elle vous ramène droit vers la direction à suivre. C'est la forme finale de la maîtrise mentale. Vous arrêtez d'essayer de contrôler le macro-monde et vous commencez à gouverner la partie de la vie qui a toujours été la vôtre au départ. Votre jugement, votre attention, votre réponse,
votre discipline, votre prochaine action et votre but. Lorsque ceux-ci deviennent plus forts que la peur, le monde extérieur perd une grande partie de son pouvoir sur vous. Il peut encore vous tester. Il peut encore vous blesser. Il peut encore vous ralentir. En revanche, il ne peut plus facilement briser la partie de vous qui a appris à se tenir debout de l'intérieur. La leçon n'est pas que la vie cessera magiquement de vous blesser. Elle ne le fera pas. Il y aura encore du rejet. Il y aura encore une immense pression. Il y aura encore des retards, des critiques, des pertes, de l'incertitude et des moments qui testeront les parties de vous qui ne sont pas encore entraînées. Mais le but n'a jamais été de devenir complètement intouchable par la vie. Le but est de devenir entièrement gouverné de l'intérieur lorsque la vie vous touche. Un esprit faible demande au monde de devenir plus facile avant d'accepter de devenir stable. Un esprit fort s'entraîne à rester stable même lorsque le monde est volatile et difficile. C'est la différence définitive. Quand votre esprit n'est pas entraîné, tout ce qui se trouve en dehors de vous devient une menace existentielle. Un commentaire devient votre identité. Un échec devient une condamnation à vie. Un retard devient la preuve que rien ne fonctionne. Une peur devient un ordre. Une distraction devient une habitude permanente. Mais quand votre esprit est entraîné, vous commencez à voir les choses clairement. Vous ne croyez pas chaque pensée aléatoire. Vous ne nourrissez pas chaque peur passagère. Vous n'accordez pas votre attention à chaque perturbation mineure. Vous ne laissez pas chaque obstacle décider du sens de votre vie. Vous reprenez le commandement. Vous demandez « Qu'est-ce qui est à moi ?» Vous demandez « Qu'est-ce qui est vrai ?» Vous demandez « Qu'est-ce que je pratique en ce moment même ?» Vous demandez « Que ferait la version la plus forte de moi-même avec ce moment précis ?» Lentement, l'esprit qui travaillait autrefois contre vous commence à se tenir à vos côtés comme un allié. C'est cela la vraie force. Non pas contrôler chaque personne, non pas forcer chaque résultat, non pas faire obéir la vie à vos plans rigides, mais maîtriser l'endroit précis où votre souffrance grandit ou s'affaiblit. Maîtriser votre jugement, votre attention, votre réponse, votre discipline, votre interprétation et votre but. Parce que lorsque ceux-ci sont faibles, même des choses microscopiques peuvent vous briser. Mais lorsqu'ils sont entraînés, même les choses les plus dures peuvent vous façonner sans vous posséder. Alors gardez votre esprit. Questionnez vos pensées. Protégez votre attention. Pratiquez le courage avant que la crise ne frappe. Pratiquez la discipline avant que la pression ne monte. Pratiquez la patience avant que le retard ne se produise. Pratiquez le silence avant que la colère ne réclame votre voix. Pratiquez le but avant que la motivation ne disparaisse complètement. N'attendez pas que la vie devienne douce avant de choisir de devenir fort. Une fois que votre esprit n'est plus gouverné par la peur, le bruit, l'impulsion et la pensée non examinée, le monde perd la quasi-totalité de ses armes. Il peut encore vous défier, il peut encore vous blesser et il peut encore vous ralentir. Mais il ne peut pas détruire la personne qui a appris à revenir à elle-même, à examiner son esprit et à agir directement sous son propre commandement. Maîtrisez votre esprit, et rien en dehors de vous ne pourra jamais facilement briser ce qui est devenu parfaitement stable en vous.